Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous. Pour un peu situer d'où je parle et d'où je viens, moi je suis prof de philosophie et donc j'ai une formation théorique en philosophie et en sciences sociales, en sciences politiques aussi, donc j'intègre aussi des éléments historiques, économiques et sociologiques dans une réflexion sur le travail. De toute façon, on ne peut pas parler du travail de façon exclusivement philosophique, désincarnée du réel. Et donc aussi, en tant que prof de philo, je suis fonctionnaire, et ça, je pense que ça a un certain impact sur ma représentation du travail, du temps de travail, des rythmes du travail et du rapport aussi au revenu universel, parce que je pense que quand on est fonctionnaire, on n'a pas le même rapport à l'emploi que quand on est quelqu'un de précaire, avec des contrats courts, qui doit sans cesse se remettre sur le marché de l'emploi. Donc ça situe aussi un peu ma parole. J'ai publié un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux ». Donc là, c'est pareil, ça vous situe d'où on parle. Donc ce n'est pas travailler plus pour gagner plus. On a déjà beaucoup échangé avec Télémac dans le cadre du séminaire sur les futurs de la protection sociale. Je vais vous présenter un peu rapidement le livre et je vais vous dire les enjeux, je pense, théoriques et pratiques que pose la question du revenu universel aujourd'hui vis-à-vis de nos institutions, de la protection sociale et aussi dans une perspective écologique. Dans le livre, je commence par notre idéologie du travail, notre valorisation collective du travail comme une activité qui est forcément positive, qui est utile à la société, à l'individu, qui lui permet de développer ses facultés. Et je reviens sur les origines philosophiques et théoriques de ça, qu'on peut situer dans un certain esprit des Lumières et du protestantisme ensuite avec Kant. Kant qui dit que le meilleur repos est celui après l'effort, donc après le travail, et que l'enfant doit apprendre à travailler et surtout pas uniquement jouer, et que le jeu ne vient qu'après l'effort. Donc on voit que cette représentation de la tâche, de l'éducation, elle nous est complètement héritée aujourd'hui. On n'a pas du tout un rapport ludique au réel, mais beaucoup plus de travail, d'effort, et ensuite on a peut-être le droit à un peu de repos. Donc je le fais essentiellement dans une perspective théorique. Mon but, c'était de critiquer cette idéologie qui est omniprésente avec ce travailler plus pour gagner plus et qui est réactualisée dans différents contextes avec, là, dans le cas de la réforme des retraites, dans le cas de l'assurance chômage, dans le cas de la réforme potentielle du RSA, puisque vouloir conditionner le RSA à 15 heures d'activité, ça veut vouloir dire qu'il va falloir mériter son RSA, et donc il va falloir montrer qu'on fait des activités et que le RSA est juste une sorte de compensation par rapport à ces activités. Donc c'est pas du tout la même logique de justification et logique d'application non plus. Donc ça c'est une partie surtout théorique et du livre qui visait à voir d'où viennent un peu nos présupposés quotidiens dans notre rapport à l'emploi, au mérite, à la rémunération, etc. Ensuite, je débunk, disons, je critique des fausses bonnes idées qu'on essaye d'avoir autour de l'emploi en disant qu'il faut redonner du sens au travail, ce qui, à mon avis, ne veut rien dire, parce que je pense que vous pouvez essayez de redonner un peu de sens à la publicité, mais vous ne transformerez pas fondamentalement l'activité, à savoir que c'est une tâche qui vise à écouler des marchandises et à vous faire consommer des choses que vous n'auriez pas consommées. Donc, on peut redonner marginalement peut-être du sens pour certains travailleurs, mais à l'échelle globale, ça ne permet pas de supprimer les activités de production qui servent que le capitalisme et qui sont globalement nuisibles. Donc, il y a plein de fausses bonnes idées comme ça. Libérer le travail, ça ne veut rien dire. La droite le dit, la gauche le dit, personne ne met les mêmes pratiques derrière. Donc voilà, libérer le travail, redonner de la valeur au travail, ça c'est pareil, c'est partagé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc, quand il y a des consensus comme ça autour de certaines formules, c'est un peu que ça n'engage à rien finalement. Vous voulez redonner de la valeur au travail, on ne sait pas si vous allez améliorer les conditions de travail et les salaires, ou bien si vous allez permettre de licencier plus facilement les gens.
Donc ça, c'est un peu embêtant quand même. Donc je pense que tous ces faux discours, toutes ces fausses bonnes idées, on peut plus avoir ces mots creux pareils parce que ça n'engage à rien, alors même que les mouvements, le mouvement ouvrier, les syndicats, etc., se sont toujours engagés sur des mots d'ordre précis. Finalement, dire on s'engage pour libérer le travail et lui redonner de la valeur, bah, derrière, c'est pas une revendication qui se négocie d'une certaine façon. Donc je pense qu'il faut arrêter les mots creux comme ça et qu'on peut essayer plutôt d'avoir des mesures bien pratiques. Et ensuite, je fais un peu une histoire, disons, de la façon dont la société salariale s'est instituée, donc un peu dans la prolongation des recherches de Robert Castel, un sociologue qui a écrit sur la société salariale, mais dans une perspective un peu plus critique. Sur la question, je vous conseille le livre de l'historien Alessandro Stanziani, qui veut justement compléter les recherches de Robert Castel. Stanziani, il écrit les métamorphoses du travail contraint, et il montre bien que la société salariale et finalement toute l'histoire de l'organisation sociale du travail, c'est une histoire de la contrainte sociale vis-à-vis de certains travailleurs. Et c'est une histoire du travail forcé, en fait. Et en fait, il s'oppose à Castel en disant que Castel a une conception de la société salariale comme exclusivement émancipatrice parce que le travailleur qui arrive sur le marché de l'emploi, il est présupposé libre et il serait par la suite protégé par le salariat, alors que ce que montre Stanziani, c'est que jusqu'au XXe siècle, et donc l'instauration de la société salariale, et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a de l'esclavage et il y a du travail forcé. Et qu'on ne peut pas avoir une conception du capitalisme qui serait de dire que le capitalisme, c'est la libéralisation de l'emploi des travailleurs et que chacun fait ce qu'il veut, en fait. Parce qu'en parallèle, on a toujours des pratiques de contrainte au travail et on pourrait dire que le RSA conditionné à 15 heures d'activité, c'est une pratique de contrainte. Donc, ce que je fais dans ce chapitre qui s'appelle « Pour une critique anarchiste du travail » avec « Le travail est la meilleure des polices », c'est une citation de Nietzsche et qui, à mon avis, une intuition très forte, que le travail vise toujours à contraindre certains membres du corps social qu'on juge les plus dangereux, parce que ce n'est pas les rentiers qu'on essaye de contraindre, ce n'est pas les élites de l'Assemblée, etc. C'est toujours les classes les plus laborieuses. Et donc, on peut analyser toute l'histoire de l'organisation sociale du travail et de l'emploi comme une façon de contraindre et de finalement de surveiller les classes laborieuses qu'on présuppose les plus dangereuses, soit les plus dangereuses parce que les plus marginales à ne pas rentrer dans le rang et à ne pas être productives, soit même les plus dangereuses parce que capables de s'organiser pour renverser un corps social jugé injuste, d'une certaine façon. Et donc, si on lit toutes les institutions qui organisent le travail, comme des logiques de contrôle social et donc de contrainte des travailleurs, je pense qu'il faut aussi avoir cette lecture critique, y compris des institutions de la protection sociale qu'on a mises en place en 1945 à la Libération. Et donc considérer que ce qu'on a construit aussi avec la sécurité sociale, c'est pas exclusivement des institutions émancipatrices, que c'est toujours, même s'il y a une garantie du salaire, même s'il y a des cotisations sociales, des protections avec les assurances retraite, maladie et chômage, que finalement on contraint toujours à certaines activités et on contraint notamment à l'emploi. On contraint à l'emploi qui, dans sa forme actuelle, l'emploi, c'est une activité régulière. Vous avez un lien de subordination qui est clair, qui est déterminé par le contrat de travail. Et c'est une activité dans laquelle vous vous engagez de façon régulière. Vous devez être là toutes les semaines. Vous devez respecter les contraintes qu'on vous donne, etc. Et aujourd'hui, avec une protection sociale, notamment un système de retraite qui est fondé sur l'emploi à plein temps et à vie, on a donc un système de protection sociale qui nous force à être employés à plein temps, à vie. Et si vous dérogez de ce cadre-là, si vous avez envie de vous mettre à temps partiel, bah vous allez en subir les conséquences en termes de pension de retraite et en termes de salaire, etc. Et donc, finalement, on peut considérer que l'organisation sociale du travail a contraint à une certaine forme d'existence. Et cette forme d'existence, c'est le cadre de l'emploi.
par différence, là, cet emploi-là, il nous semble un peu évident. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est notamment ce que montre un historien qui s'appelle Christian Topolov, qui a écrit sur l'invention du chômage, c'est le titre de son livre, et il se concentre sur la fin la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, au moment où sont mis en place les systèmes d'assurance chômage et où finalement les élites politiques, économiques et sociales se disent qu'il va falloir que les travailleurs soient soit à temps plein, soit complètement au chômage. En fait, dans le contexte du 19e siècle, existe encore beaucoup un travail intermittent où les gens viennent travailler 3 jours et puis une fois qu'ils ont considéré qu'ils avaient assez de revenus pour la semaine, ils s'arrêtent pendant 4 jours et puis ils reviennent quand ils veulent. Et pour les travailleurs les plus qualifiés, on les appelait les sublimes, c'était les ouvriers les plus qualifiés, par exemple dans l'imprimerie, c'était des ouvriers très qualifiés qui étaient capables de lire à l'envers les notes, les lettres avant de les imprimer. Et donc, dans le cas de ces sublimes, on considérait qu'ils avaient une grande liberté parce qu'ils venaient 3 jours et puis ils repartaient. Et puis pour être sûr qu'ils allaient être là, fallait bien les payer, fallait bien les traiter. Et donc, il y avait un rapport de force en leur faveur parce qu'ils pouvaient partir quand ils voulaient. Et ça, c'était assez généralisé c'était le cas pour notamment beaucoup de travailleurs qualifiés qui avaient une certaine liberté vis-à-vis de leur employeur. Bon, sachant qu'en France, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on est quand même dans un système où il y a énormément d'agriculteurs paysans qui, de toute façon, ne sont pas concernés par le salariat, par le capitalisme industriel, et donc ne sont pas soumis à cette subordination et à cette contrainte du temps. Et le but, finalement, des élites économiques, politiques et sociales, telles que Beveridge, qui est celui qui va, après la Seconde Guerre mondiale, mettre en place le système de protection sociale britannique, son but, c'est de dire on n'en peut plus de ces travailleurs intermittents, parce qu'on ne peut pas compter dessus, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, parce que s'ils ont envie de passer 3 jours au lit ou faire 3 jours de fête, ils le font, alors que nous, on veut des travailleurs réguliers. Le capitalisme a besoin de régularité. Et d'une certaine façon, toute la protection sociale qui se met en place avec la façon dont on va distribuer le travail dans les bourses du travail, etc., ça va être de dire, soit vous vous engagez à plein temps et tout le temps, soit pas du tout. Soit vous êtes des chômeurs à temps plein, soit vous êtes des travailleurs à temps plein. Et ça, c'est assez nouveau dans la façon dont on impose un temps de travail. Et vraiment, Beveridge, vous avez donc, ça c'est, là-dessus je m'appuie sur André Gorz. Ah oui, pardon, j'ai pas du tout situé ça, mais par ailleurs je fais une thèse de philo sur André Gorz, et donc ça situe un peu d'où je parle aussi, on pourra reparler si vous voulez de Gorz, mais c'est Gorz qui lit Topalov et qui recite les propos de Beveridge. Beveridge, il dit vraiment, il ne faut plus que les travailleurs puissent venir 3 jours, puis repartir pendant 2 semaines sans qu'on sache où ils sont. Il va nous falloir des gens réguliers, fiables, sur qui on peut compter. Et c'est exactement ce que va mettre en place le système d'assurance chômage tel que va le concevoir notamment Beveridge. Parce que vous allez devoir justifier en fait d'un emploi à temps plein, régulier, pour ensuite avoir le droit à être chômeur, c'est-à-dire on présuppose que vous êtes inactif à temps plein. Et donc, Gorz dit à la suite de Topalov et Beveridge, ce système, cette protection sociale, elle nous donne le choix entre être employé à temps plein et être inactif. Alors, on sait que ce n'est pas la catégorie de la comptabilité, parce que quand vous êtes en train de chercher un emploi, vous êtes considéré comme actif, mais Gorz, il dit que c'est inactif aux yeux de la société quand vous êtes chômeur. Et donc, vous avez le choix entre inactif à temps plein ou actif à temps plein, et vous ne pouvez plus faire cette combinaison de pluriactivité où vous aviez telle activité à l'usine de temps en temps, telle activité aussi agricole pour subvenir à vos besoins alimentaires, pour vendre quelques trucs. Et alors que le travail était organisé de façon pluriactive et que ça permettait à chacun de réfléchir à ses besoins, de réfléchir au temps qu'il avait envie de passer à ses activités, on passe dans un modèle de monoactivité où chacun est cantonné à un emploi, doit se spécialiser pour cet emploi et ne peut plus finalement faire d'autres activités et doit simplement acquérir des ressources économiques par cette activité pour acheter d'autres marchandises pour subvenir à ses besoins.
Cette logique du contrôle social derrière nos institutions, la protection sociale, je pense que c'est important de la garder en tête, notamment pour se dire que nos institutions, elles ne sont pas en soi émancipatrices. Que même la protection sociale qu'on hérite de 45, etc., où il y a tout un mythe de la libération des travailleurs qui ont pris ces décisions, par aussi, et qui a été porté aussi par les communistes de l'époque, il faut bien se dire qu'il y avait des biais. L'un des biais principaux aussi de tout ça, c'est notamment la façon dont on traite les femmes. Et ça, il y a toute une critique féministe de la protection sociale qu'on trouve par exemple chez Christine Delphy sur la façon dont on va considérer certains comme étant travailleurs, et puis d'autres comme étant les femmes de travailleurs, et puis la façon dont on va compter aussi la redistribution des aides familiales, la façon dont on va imposer les revenus du travailleur, mari, et on va compter par exemple quand vous êtes marié et que seul l'homme travaille, sa femme compte comme une part qui va lui permettre d'économiser des impôts, alors que si les deux travaillent, vous avez des revenus des deux, et donc vous allez payer plus d'impôts que s'il n'y avait que l'homme qui travaillait. Donc finalement, l'homme a tout intérêt à avoir une femme qui ne travaille pas, parce que ça va lui permettre de payer moins d'impôts que si sa femme travaillait, d'une certaine façon. En même temps, vous augmentez les revenus du ménage, mais ce que dit Christine Delphy quand elle commente ça, c'est que notre protection sociale, elle a été construite par des hommes qui avaient tout intérêt à avoir les femmes au foyer. Et on pourrait dire en plus qu'elle ne s'est pas du tout adaptée au fait que les femmes sont entrées sur le marché de l'emploi et qu'on a encore des politiques familiales qui sont encore héritées d'un cadre patriarcal. Donc, je pense que l'un des plus gros biais de cette protection sociale, c'est quand même, ce biais de genre. Et l'autre biais aussi que vous connaissez bien en défendant le revenu universel, c'est que vous excluez tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases de l'emploi, tous ceux dont la société ne veut pas comme employés, etc. Et donc là, vous excluez toute une partie de la population parce qu'elle ne rentre pas dans les bonnes cases, que ce soit en matière de sexualité, en matière de santé physique, que ce soit en matière de santé mentale, etc. Donc le système de la protection sociale tel qu'il s'est fondé, il s'est quand même fondé sur le modèle des travailleurs hommes blancs, pour qui ça se passait bien, qui avaient aussi les possibilités de négocier leurs conditions de travail, notamment dans les usines, etc. Alors que les travailleurs immigrés, on leur mettait aussi la pression en leur disant on va vous renvoyer, on les virait des foyers, etc. Comme ce qu'on voit dans le film de l'établi adapté là, du roman de Linhart. Bon mais bref, je diverge, mais je pense qu'on peut se dire que notre protection sociale, elle n'est pas... Alors, mais c'est ce qui est compliqué dans les débats peut-être de gauche actuels, parce qu'en même temps, on veut la défendre contre les attaques néolibérales, et en même temps, on a aussi conscience qu'elle n'est pas parfaite, et qu'elle est aussi pleine de biais. Et donc, on se demande comment faire entre une défense de l'État social, qui en même temps contraint par beaucoup d'aspects à tel et tel mode d'existence et à tel biais, et en même temps, c'est quand même mieux qu'un modèle à l'américaine. Donc je pense que ça, c'est aussi une des ambiguïtés. Pour reprendre un peu juste le fil du livre, à la fin, je réfléchis sur les alternatives un peu qui seraient antiproductivistes et dont on aurait besoin dans une perspective écologique. Il y a différentes propositions qui sont discutées, donc le revenu universel, le salaire à vie tel qu'il est conçu par Bernard Friot, et aussi le modèle de revenu de la transition écologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est théorisé par une économiste qui s'appelle Sophie Swatton. Alors, revenu de la transition écologique, et aux États-Unis, c'est le modèle de Pavlina Tcherneva qui a beaucoup inspiré le Green New Deal. Donc elle était dans les équipes de Bernie Sanders, et elle propose une garantie d'emploi écologique. Pour décrire un peu brièvement ces deux modèles-là, le revenu de la transition écologique, c'est un revenu qui vous permet, si vous voulez quitter votre emploi ou si vous êtes au chômage et vous voulez créer une activité sociale et écologique, ça vous permet de le financer
Alors, il y a différentes modalités de financement, mais généralement, c'est l'État qui finance ça et qui redistribue ça par les collectivités locales. Et le but, c'est que ce soit un revenu d'accompagnement qui s'oriente vers des activités plus soutenables, écologiquement plus utiles que celles décidées par les multinationales qui implantent un McDo, etc. Donc, si vous voulez lancer votre cantine collective, ce revenu vous permet de vous lancer dans cette activité en se disant que les gens savent ce qui est utile autour d'eux, ce qu'ils savent faire aussi, ce qu'ils ont envie de faire, et c'est censé être un revenu qui accompagne justement les gens vers ces activités économiques qui seraient plus soutenables et plus souhaitables à une utilité sociale plus déterminée. Dans le modèle de la garantie d'emploi de Tcherneva, c'est aussi dans cette logique-là, et c'est aussi perçu comme une façon pour l'État d'accompagner des chômeurs qui sont en quête d'activité et en même temps sans les contraindre par le haut, mais en leur disant une approche par compétence, un peu ce qu'on a fait en France avec les territoires zéro chômeur. Tcherneva rajoute une clause qui, à mon avis, rend la chose compliquée, c'est que ces activités créées par la garantie d'emploi ne doivent pas être en concurrence avec le marché privé. Mais dans ce cas-là, si vous lancez une cantine coopérative, écolo, autogérée, végétarienne, est-ce que vous faites de la concurrence à McDo ? Et donc, je pense que dans le modèle de Tcherneva, de cette garantie d'emploi qui ne fait pas concurrence, en fait, à ne pas vouloir affronter le problème de la contradiction avec le marché privé et le capitalisme, qui aura toujours intérêt à s'approprier la satisfaction de nos besoins, d'une certaine façon, on ne sait pas si ça peut coincer ou pas. En même temps, on pourrait dire, ok, mais la probabilité que McDo attaque la petite coopérative et qu'ensuite il y a un procès et qu'ensuite on applique la clause de non-concurrence, ça semble aussi compliqué, mais en même temps, pourquoi vouloir cette clause de concurrence-là ? Parce que si vous permettez aux gens d'avoir une activité plus utile socialement, plus soutenable écologiquement, il y a forcément un moment où en fait ça rentre en concurrence avec un truc. Si vous proposez de réparer des vêtements ou de réparer des sacs ou des appareils électroménagers, vous entrez en concurrence avec Darty qui essaye de vous vendre une nouvelle machine à laver. Donc en fait, il y aura toujours potentiellement une concurrence vis-à-vis d'une offre marchande ou institutionnelle. Donc ça, c'est peut-être un peu le problème. Dans le cas de la différence entre le revenu universel et le salaire à vie de Friot, je pense qu'on peut l'expliquer par une divergence théorique, en fait, qui fait que la proposition ne vient pas du même horizon théorique et du même horizon aussi politique. Et c'est pour ça qu'il y a finalement parfois des couacs dans les représentations du monde et dans les anthropologies. Je pense qu'on peut dire que le revenu universel d'existence qui est réellement émancipateur, qui permet aux gens de s'émanciper aussi de la contrainte du marché de l'emploi, s'inscrit dans une logique libertaire telle que l'écologie politique en France l'a conçue, en disant actuellement les gens sont contraints à une certaine forme d'emploi pour exister, pour avoir une protection sociale. Si vous n'avez pas cet emploi-là, vous n'allez pas avoir votre trimestre de retraite, etc. Et donc ensuite, vous allez être dépendant des minima sociaux, mais vous n'allez pas être protégé de la même façon. Et donc, l'écologie politique en France, elle s'est construite dans les années 70 sur la critique de cette société salariale, de ce productivisme industriel, en disant mais arrêtez de vouloir toujours nous faire consommer plus de marchandises, arrêtez de vouloir nous faire toujours travailler plus, nous on veut satisfaire nos besoins de façon autonome. Et on préfère à la limite faire notre tambouille à la maison par soi-même plutôt que d'acheter la bouffe industrielle, quoi, d'une certaine façon. Donc on peut considérer que l'écologie politique s'est construite dans cette tendance libertaire en disant laissez la société civile tranquille, se gérer elle-même. On ne veut pas une augmentation de la prise en charge par l'État ou par le marché. On veut juste être en capacité de faire ce qu'on veut et de satisfaire nos besoins par nous-mêmes. On préfère faire une coopérative, une crèche coopérative où tous les parents se relaient, plutôt que d'implanter un business de crèche Montessori, ou plutôt que de quémander des plages de crèche à l'État. C'était un peu ça la logique dans les années 70.
Et donc, le revenu d'existence, il vient dans cette perspective-là permettre d'émanciper vis-à-vis du marché de l'emploi et de la consommation telle qu'elle elle est organisée par le capitalisme qui nous pousse à consommer toujours plus. À l'inverse, je dirais que le salaire à vie est dans la continuité d'une certaine anthropologie marxiste de l'humain transformateur de la nature, une anthropologie qui ne pose pas les bornes et qui ne dit pas bon bah maintenant c'est bon, on a satisfait les besoins, on peut passer à autre chose, puisqu'il y a un peu un présupposé de développement illimité des forces productives qui permettra d'atteindre l'égalité et le communisme. Donc ça c'est un flottement qu'on trouve chez Marx, mais aussi par la suite dans tout le courant marxiste. Là-dessus, si la question du productivisme et de cette impensée du productivisme à gauche vous intéresse, le livre de Serge Audier qui s'appelle L'âge productiviste est super bien. Alors c'est un gros morceau, mais en fait vous pouvez lire les chapitres de façon séparée et il montre bien que toute une partie du socialisme a quand même été productiviste, à croire que c'était le développement de la science et de la technique qui allait nous sauver. Alors qu'à l'inverse, une partie de l'écologie politique est tout de suite critique sur le plan technique. C'est ce qu'on appelle la technocritique. Alors ça ne veut pas dire on retourne à la bougie, les Amish, etc., comme nous le fait croire Macron, mais ça veut dire en fait il ne faut pas prendre les outils tels qu'ils ont été construits et développés par le capitalisme, tels quels, et il faut s'interroger sur leur finalité et sur les conséquences aussi de certains outils. Et donc, le grand combat de l'écologie politique dans les années 70, c'est notamment l'opposition au nucléaire, qui est de dire on ne veut pas d'une énergie centralisée qui implique un pouvoir qui prend les décisions tout seul, qui implique des secrets d'État, qui met en danger toute la population, etc. On ne veut pas de cette forme d'énergie-là pour des raisons politiques, et pas juste parce qu'on préfère faire du biométhane, mais pour des raisons politiques, parce que ça donne trop de pouvoir à l'État et aux firmes capitalistes autour. Et donc, l'écologie politique s'est construite sur cette méfiance en fait vis-à-vis de ce développement illimité des forces productives qui allaient nous permettre l'épanouissement collectif, alors qu'à l'inverse, toute une forme du socialisme croit dans le développement de la science et de la technique et croit que, donc vous avez ça par exemple chez Fourier ou chez Saint-Simon. Saint-Simon, son socialisme, c'est un socialisme élitiste, technocratique, qui dit que c'est les ingénieurs qui vont nous sauver. Et que le problème, c'est que les capitalistes sont trop bêtes, mais que les ingénieurs vont bien organiser les machines et bien organiser la production. Mais chez Saint-Simon, il n'y a pas de démocratie, c'est les ingénieurs. Son modèle, c'est les polytechniciens, quoi. Et donc, on n'est pas dans un modèle démocratique où on réfléchit à des outils qui permettent finalement d'émanciper tout le monde et de permettre aussi à celui qui n'a pas son diplôme de polytechnique d'utiliser les outils. À l'inverse, c'est plus ce que vous trouvez dans l'écologie politique, qui se développe par exemple chez Gors et chez Illich, avec cette critique des outils hérités du capitalisme, et qui défend à l'inverse des outils conviviaux qui permettent à chacun de satisfaire ses besoins avec peu de choses, d'une certaine façon, et des outils qui sont faciles à construire, faciles à réparer, faciles à comprendre. Et donc, vous voyez que ce n'est pas du tout le même horizon de pensée, puisque finalement, cette écologie politique, elle est beaucoup plus libertaire, autogérée. À la base, c'est de dire, bah là, mettez des panneaux solaires là-haut, ça va vous permettre d'être peut-être autonome ici en électricité plutôt que de dépendre de la distribution, la distribution globale. Si on réutilise aussi les déchets, on va pouvoir en faire de la biomasse et on va pouvoir alimenter les déchets alimentaires, on va pouvoir alimenter le jardin autour, etc. C'est plus une logique de la débrouille et de l'autonomie locale, en fait, l'écologie politique. Et j'ai l'impression que le revenu universel d'existence correspond plus à cette tendance un peu libertaire et autonome, et aussi vision autogérée de la vie. Et aussi, on ne veut pas rendre de compte à l'État, on ne veut pas dire à l'État qu'on a fait 15 heures nos activités par semaine et qu'on est un bon citoyen. On ne veut plus cette casquette de bravo, votre activité, elle est utile ou elle n'est pas utile, etc. On veut juste avoir les moyens
de satisfaire nos besoins en autonomie. Et donc les moyens, c'est à la fois des ressources économiques, mais c'est aussi un accès aux ressources naturelles. Peut-être que dans le revenu universel, on pourrait intégrer une conception large des ressources, pas uniquement les ressources économiques produites par le travail, mais aussi finalement un accès aux ressources naturelles. Alors que l'anthropologie marxiste qui est derrière le salaire à vie présuppose une transformation de la nature, présuppose qu'il va falloir s'activer, il va falloir produire pour ensuite partager, d'une certaine façon. Et c'est parce que vous avez produit qu'ensuite, vous avez le droit à une part de la production. Après, c'est une conception large de la production qui reconnaît de l'activité de production par-delà l'emploi, mais il y a cette première étape anthropologique. Il faut s'activer pour ensuite partager ce qu'on produit, plutôt que de partager les ressources telles qu'elles sont en l'état. Et à mes yeux, l'anthropologie qui est plutôt derrière l'écologie politique et telle qu'on la trouve chez Gorce, c'est une intuition qu'on trouve un peu chez Rousseau. Rousseau qui dit que finalement l'humain est par essence un être paresseux et qui finalement préfère auto-limiter ses besoins et auto-limiter ses efforts plutôt que d'en faire toujours plus. Et que entre une option de facilité où on se dit, dans le fond, plutôt que de m'acheter une nouvelle télé, ce qui impliquerait que je prenne des heures sup, je préfère renoncer à la nouvelle télé, qu'en fait, on fait tous des arbitrages qui sont des arbitrages d'auto-limitation des efforts. Et ça, je trouve que c'est une anthropologie qui est à la fois... soutenable aussi, qui est à la fois plus reposante pour l'humain, plutôt que d'une conception où on veut toujours plus, etc., où on fait toujours plus d'efforts, et en plus qui est plus soutenable aussi écologiquement, puisque toute une partie de l'écologie politique propose l'autolimitation des besoins, de la consommation et de la production. Bon, voilà pour l'héritage un peu théorique. Un des trucs que je voulais vous dire aussi, j'ai quand même un fil rouge, mais un des trucs que je voulais vous dire... et ça va dans cette ligne-là et dans cette discussion avec les différents modèles de revenu universel, salaire à vie, garantie d'emploi ou des choses comme ça, c'est revenir sur cette distinction entre travail et emploi, parce qu'aujourd'hui on a tendance à gauche, pour défendre parfois le revenu universel ou le salaire à vie, à dire que le travail ne se réduit pas à l'emploi. Et à dire qu'il y a du travail par-delà l'emploi, c'est juste qu'il n'est pas reconnu par la société, parce qu'il n'y a pas de capitalistes qui l'exploitent et qui finalement en font de la valeur économique derrière, mais qu'il y a du travail par-delà l'emploi. Cette logique de reconnaissance du travail par-delà l'emploi, elle vient des courants féministes des années 70, notamment marxistes. Par exemple, Silvia Federici, qui venait des courants opéraïstes italiens, et qui considère que finalement, le marxisme s'est concentré sur la production de valeur dans la sphère des marchandises, mais n'a pas vu toute la production de valeur qu'il y avait dans le cadre du foyer. Et qu'à l'inverse, d'ailleurs, le capitalisme a eu besoin de mettre les femmes au foyer pour entretenir la force de travail des hommes. Et donc, on pourrait dire que toute une partie du mouvement féministe a voulu dire il y a du travail, notamment dans le cadre du foyer, c'est du travail domestique, c'est juste qu'il n'est pas reconnu comme l'emploi. Et souvent, on dit, regardez, ce travail domestique, il est très important, l'INSEE l'évalue à 1/3 du PIB, s'il y a plus de travail, ça s'effondre, etc. Alors, depuis ça, dans les années 70, on a eu tendance à étendre le concept de travail, à dire, et d'ailleurs Gorce le discute aussi, est-ce qu'il y a du travail autonome en dehors de l'emploi salarié, capitaliste ou de la fonction publique. On a eu tendance aussi à l'étendre à d'autres activités de la vie, par exemple à dire qu'il y a du travail du consommateur quand vous bipez vos articles à la caisse automatique, par exemple, ou quand vous prenez vos billets en ligne de train et que vous remplissez toutes les informations, alors qu'auparavant c'était dans un guichet, etc. Donc on a parlé de travail du consommateur, maintenant on parle de travail numérique aussi, quand vous mettez un like sur les réseaux sociaux, quand vous laissez un avis sur un restaurant ou des choses comme ça. Et je pense que cette extension du concept de travail par-delà l'emploi, si elle permet de reconnaître certaines activités dont on a collectivement besoin et qu'on pourrait considérer collectivement comme du travail, de la production sociale qu'il faut qu'on partage entre tous les individus, en même temps, parfois, elle dilue un peu le problème. Parce que je pense qu'on ne peut pas dire, on peut pas utiliser le même concept pour mettre un like sur Facebook depuis le canapé et élever des enfants.
et être à la chaîne, à l'usine, etc. Et donc, finalement, cette extension du concept de travail qui consiste à dire « mais oui, regardez, il faut un revenu universel ou il faut un salaire à vie parce que la façon dont on rémunère l'emploi, finalement, elle est partielle et elle n'est pas suffisante. Regardez, il y a du travail partout. Et puis, regardez les seniors à la retraite, quand ils s'occupent de leurs petits-enfants, ils travaillent, etc. » C'est un peu dérangeant. Parce que je trouve qu'on floue un peu, on floute les barrières et qu'on ne distingue plus aussi pour quelles raisons on fait les activités. Votre emploi, vous le faites, alors il peut y avoir des facteurs d'épanouissement, blablabla, mais en tout cas vous le faites parce qu'on est dans un système de protection sociale où il nous faut avoir un emploi. C'est l'activité qu'on fait pour acquérir des ressources économiques et c'est quand même pas la même chose que d'appeler ses parents du travail du care, quoi. Et donc, ce concept de travail qu'on étend à toutes les dimensions de la vie, je comprends la logique qui est de convaincre que tout le monde a une forme d'activité utile et participe à la société. Je comprends le but, mais je me demande dans quelle mesure, finalement, ça ne décrédibilise pas aussi un petit peu toute l'analyse du travail et puis ça masque pas ce que font les gens dans le cas de l'emploi. À savoir se subordonner à la volonté extérieure d'un patron ou dans le cadre de la fonction publique d'une autorité hiérarchique. Donc ça, je pense qu'on peut discuter peut-être de cette distinction entre travail et emploi. Et moi, à l'inverse, je défends une conception plus restreinte du concept de travail qui consiste à dire que c'est l'activité qu'on réalise par contrainte, dans une relation de commanditaire à un commandité, on vous a demandé de le faire, et on vous a demandé de le faire parce que la personne qui vous a demandé de le faire bénéficie de ce que vous allez faire. Donc le patron, il a intérêt à ce que vous fassiez son PowerPoint. Alors que si vous prenez la décision de passer du temps avec votre nièce, en fait, finalement, bon, vous dépannez vos frères ou sœurs, mais finalement, vous n'êtes pas dans cette relation de contrainte et il n'y a pas les mêmes enjeux si vous ne faites pas l'activité. Bon, on peut en tout cas rediscuter de ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette distinction, que vouloir montrer le travail par-delà l'emploi, finalement, ça n'a pas permis de remettre en question notre idéologie productiviste qui consiste à dire regardez, toutes nos activités, c'est utile, et puis tout ce qu'on fait, c'est utile, et puis regardez, là, c'est utile ce qu'on fait aussi, et puis même quand on se repose, c'est utile, et puis même quand on écoute la radio, on développe son capital intellectuel, donc c'est utile. Quand on regarde Netflix, c'est utile parce qu'on améliore son anglais, ou je sais pas quoi. Voilà. Non mais, on est dans une conception de l'utilité permanente qui reste productiviste. On est dans une conception de l'utilité permanente qui aussi nous donne l'impression qu'il faut toujours développer son CV. Que quand vous êtes sur Netflix en anglais, c'est bon, vous allez pouvoir justifier votre compétence en oral en anglais parce que vous avez vachement regardé de séries, quoi. Et alors qu'en fait, vous faites pas ça pour ça, mais vous vous sentez obligé de le justifier. Et ça, cette logique de justification des activités par leur utilité, elle me semble finalement assez dangereuse parce qu'on en vient en fait à se sentir obligé de se justifier. Et cette justification, elle est en fait imposée par nos institutions sociales qui nous demandent de justifier nos trimestres de retraite ou qui nous demandent de justifier de nos activités pour avoir notre emploi ou bien pour avoir le RSA. Et donc, cette logique de justification, elle reste dans une logique de contrôle social. Que ce contrôle social soit exercé par l'État, par votre employeur ou par vos proches. Les parents vis-à-vis des enfants, qu'est-ce que tu as fait de ton après-midi? Oui, j'ai fait mes devoirs, etc. Alors que si on n'a rien fait, on va se faire engueuler, quoi. Et donc, d'une certaine façon, cette logique de justification, elle est toujours dans une logique de contrôle. Et donc, je pense que se libérer de l'idéologie productiviste passe aussi avec cette critique de la catégorie du travail et du besoin de se justifier tout le temps. Alors, en disant, mais on a le droit de faire les activités qui nous plaisent au quotidien sans qu'elles aient besoin d'être utiles, sans qu'elles aient besoin d'être validées par un tiers, etc. Donc, caresser les chats, c'est pas uniquement utile parce que ça nous déstresse pour le lundi matin, mais juste parce que nos chats, ils sont sympas, quoi. Donc, non, mais en fait, on en vient à ce que certains sur les réseaux sociaux et dans le milieu du développement personnel, on appelle le capitalisme intériorisé. Mais en fait, ça vient très tôt et c'est très partagé.
Et donc déjà se dire on n'a plus besoin de se justifier, ça met aussi dans une dépendance vis-à-vis du regard d'autrui, que cet autrui ce soit nos parents, nos proches, etc., l'employeur et l'État. Et en fait se dire on n'a pas à justifier et on a le droit de dire non, on a le droit de faire ce qu'on veut sans avoir à justifier. Je pense que c'est un moyen aussi de regagner en autonomie, en confiance en soi. On n'a pas besoin de dire que ces activités, elles sont utiles, qu'elles nous permettent d'être mieux pour le lundi matin, etc. Donc, libérons-nous de l'idéologie travailliste et productiviste en nous libérant aussi de cette extension du travail un petit peu partout. Et donc, mais ça c'est peut-être le dernier point aussi, du coup tout l'enjeu c'est aussi, mais ça je pense que vous le voyez souvent dans vos discussions autour du revenu universel, de déculpabiliser les discussions autour du travail. C'est pas un problème moral, c'est pas un problème personnel, c'est pas un problème individuel, c'est pas que on n'a pas des problèmes au boulot parce qu'on a été mauvais en maths au collège. C'est des problèmes collectifs, c'est des problèmes politiques. Et donc, ça appelle aussi des réflexions collectives et politiques.